Bonjour, ici Suzanne Lefrançois Couturier et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, notre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 82e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une Québécoise qui vit maintenant dans les Alpes. Je suis avec Suzanne Lefrançois Couturier. Salut Suzanne, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci beaucoup d'être à Pas sorti du bois. Ça me fait plaisir d'être là. Écoute, tu avais participé au podcast Portrait de loup que l'UTHC organise. Dès que j'avais entendu cette discussion-là, j'avais fait « Ah, je vais laisser passer un peu de temps, mais je veux inviter Suzanne parce qu'il y a une histoire vraiment intéressante derrière ton parcours de coureuse. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une Québécoise, mais qui s'entraîne 12 mois par année dans les Alpes. Puis tu as vraiment des belles courses qui s'en viennent. Tu as participé à plein de courses en France. On va sortir du cadre habituel parce que tu as fait quelques courses au Québec, mais rapidement, tu t'es dirigé vers l'Europe. Puis moi, ça me fascine la quantité d'ultra qu'il peut y avoir en France. Puis je vais être capable d'aller chercher quelques informations de ta part pour savoir, OK, c'est quoi les belles courses à faire là, dans les Alpes? Ouais, j'ai vraiment de la chance de pouvoir courir dans les Alpes, en fait. C'est vivre le rêve, en fait. Ouais. Ben, c'est ça. Puis moi, ça me fascine quand je suis allé voir les photos de Val d'Isère où tu es présentement, je crois. C'est à se jeter à terre, là. C'est magnifique, là, cette vallée-là avec les glaciers, avec les montagnes, aucun arbre, juste des pics de neige à 2000, 3000 mètres. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Ben, nous, le village était à 1850. OK. Et puis, en fait, derrière le village de Val-d'Isère, on a le hameau du Fornet, qui est le plus haut hameau habité à l'année, en fait, dans les Alpes. Et on est à 1950 mètres d'altitude. Et puis, alentour de nous, ben, on a 2 glaciers accessibles facilement, qu'on va soit en ski l'hiver ou entre elles l'été. On monte à 3005, facile. Donc, Wow. Tu sais, quand le point le plus bas, quand le village est à une altitude plus haute que le point le plus haut en altitude de tout le Québec, qui est le mont d'Iberville, je pense à 1600 mètres, là, ça fait rêver. C'est ça, les Alpes, hein? ouais, c'est ça, ça fait rêver les Alpes. Moi, je regardais les vidéos de Kylian Jornet là, quand le trail a commencé, et puis je me disais, ben, c'est un truc de fou, un jour je vais aller là. Puis Ouais, maintenant, ben, tu vis le rêve, tu vis directement à Val d'Isère dans les Alpes. ouais, c'est ça. C'est le fun. Écoute, avant qu'on commence, moi, j'ai toujours ma question. Qu'est-ce que mon invité boit? Qu'est-ce que tu as? Je voyais que tu avais une tasse. Est-ce que tu as opté Ah pour ben le là, café? j'arrive de courir, il est déjà ben, presque 5 heures du soir chez nous, puis il faisait un peu froid, fait que j'ai ma petite tasse de thé de chai avec du lait cru qui vient de la ferme d'à côté. Ah La ben, chance de vivre dans les montagnes, en fait, on a une ferme à côté où ils font la traite du lait. Tous les jours, on va chercher du lait cru. Donc, wow. je suis passée du monde vegan en habitant à Montréal à maintenant boire du lait cru tous les jours et manger du fromage. Ben là, écoute, quand on est en France, il faut vivre comme les Français, il faut manger comme les Français, je suppose, hein. Fait que c'est un sacrifice qu'il fallait que tu fasses. Exact. Il a fallu que je m'adapte, j'ai pas eu le choix. Et voilà. C'est le fun. Ben moi, de mon côté, j'ai la chance d'avoir un partenaire de café qui est Capic 1 Expédition, donc qui est une entreprise, qui est une organisation qui fait des expéditions nordiques, des expéditions dans le désert, mais qui, pendant la pandémie, s'est réinventée. Puis, en attendant de pouvoir partir à l'aventure en expédition un peu partout dans le monde, se sont mis à produire du café. Donc, j'ai reçu l'aventurier Ray Zahab au podcast. Puis, depuis ce temps-là, Capic 1 est mon fournisseur de café officiel. Donc, j'ai une bonne tasse. J'ai le Arctic Winter Dark. Donc,
ils font du super bon café. Puis bon, là, les expéditions ont recommencé, donc ils font rêver sur les médias sociaux. Ceux qui ne connaissent pas Capic 1, allez voir ça. Je remercie Ray, je remercie François, puis je vous dis d'aller vous acheter du café, capic1.com. Il est vraiment bon. Fait que cheers à toi, Suzanne. Merci d'être là. Ouais. Souvent, c'est de la bière que j'ai, mais là, moi, il était tôt le matin. Toi, tu reviens de courir. Fait que c'est parfait. On se fait un cheers de boisson, café, thé, c'est parfait. Ouais. Boisson réconfortante. Exactement, c'est ça. Nous autres, il y a de la petite neige qui tombe. C'est encore très froid aujourd'hui à Québec. Donc, le petit café chaud, il fait du bien. Bon. Donc, je le disais, tu as participé au podcast Portrait de loup. Donc, je ne veux pas te faire répéter les mêmes affaires. Moi, j'aime toujours ça, aller écouter ce que mes invités ont peut-être fait par le passé, puis on va ailleurs. Par contre, tu racontes en détail tes débuts en course à pied, comment tu t'es mis à faire de la course sur route, puis après ça, les sentiers via ta première course qui était le 65 km de l'Ultra Trail Arikana. Je ne vais pas te faire répéter toute l'histoire comme je l'ai dit. Par contre, je pense que ton premier 125 km à Arikana, toute l'histoire qui s'est passée en coulisses de ça, en amont, puis s'il y en a suivi ton déménagement en France, je pense que c'est une histoire qui vaut vraiment la peine d'être entendue, d'être racontée. Je pense que Arikana avait une histoire d'amour pour toi via la course en sentier parce que tu viens de la Malbaie, tu viens de Charlevoix, c'est tes montagnes, c'est tes sentiers. Mais là, l'histoire d'amour a pris une autre tangente, je pense, avec l'Ultra Trail Arikana. Je ne vais pas te mettre comme ça on the spot, mais est-ce que tu voudrais nous partager cette belle histoire-là qui a entouré ton premier 125 km? Oui, je vais partager ça. Mais en fait, c'est une histoire qui est complètement folle. Et puis, aujourd'hui, c'est ce qui m'a mené en fait à Val d'Isère. Et à la base, j'habitais Montréal. Et la première année du 125 km d'Arikana, quand ça a sorti, je me suis dit, ouais, moi, je vais faire ça, ça va être cool et tout. Et j'étais leader de groupe au Club de trail de Montréal. Et il y avait un groupe de Français cette année-là qui était invité à Arikana avec, entre autres, Johan Stock et quelques amis. Donc, et dans ses amis, il y avait un gars qui s'appelait Nicolas et qui cherchait une place où être hébergé à Montréal avant de partir à New York 2 jours, avant de faire un ultra-trail, bien sûr. Un vrai bon Français, il pense qu'il va aller à Montréal. Lui, il atterrit à Québec, mais il vient dormir une nuit à Montréal pour aller à New York et 2 jours plus tard faire un ultra dans Charlevoix. Facile, hein? Donc déjà, je me suis dit, OK, il est un peu sauté, hein, ce gars, mais OK. Et moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais j'avais vu sur Facebook que c'était un bon coureur et tout. On s'était parlé. J'avais dit, c'est bon, tu viens chez moi, pas de problème. J'irai te montrer la ville, on va faire un petit run ensemble. Et puis, ça finissait là, en fait. Et bon, il y a eu une grève dans les aéroports en France qui a fait que son vol est annulé. Donc, son Airbnb qui devait prendre la première nuit, ça fonctionnait plus. Il s'est retrouvé mal pris. C'est moi qui étais allé chercher à la gare d'autobus à Montréal et ça a été le coup de foudre. Il est sorti du bus, j'ai vu, j'ai fait « Oh non ». Et lui, il m'a dit après que c'était la même chose de son côté. Et on est rentré chez moi, en fait, il était 11 heures le soir et il partait dans la nuit pour New York. Il a passé 2 jours à New York et après, on a discuté un peu. On s'est rendu compte que lui faisait le 125, moi aussi. Moi, je venais de Charlevoix. Donc, plutôt que lui passer 2 semaines dans un hébergement à l'auberge de jeunesse de la Malbaie comme il avait prévu, il est venu chez moi et en fait, on est arrivé chez mes parents déjà en étant un couple. Donc, ça s'est fait une histoire de 2 ou 3 jours. On était follement amoureux. Et lui a passé au total 2 semaines au Québec avec moi. Et quand il est venu le moment qu'il parte, c'était clair des 2 côtés qu'on ne se quitterait plus. Donc, et la solution la plus simple, c'était que moi, j'aille m'installer avec lui en France parce que lui avait déjà des enfants, une carrière et tout. Donc, moi, j'ai tout laissé tomber. En fait, j'ai vendu tout ce que j'avais, laissé mon emploi et j'ai pris un visa de voyage, travail pour la France en me disant, on verra ce que ça donne rendu là-bas. C'est une histoire qui est digne d'un film, Suzanne. Est-ce qu'il y a des réalisateurs, des scénaristes qui vous ont approché? Ça n'a aucun sens. On dirait que c'est des histoires qu'on voit seulement dans des films, jusqu'à temps que tu en entendes des histoires qui se passent comme ça dans la réalité, mais le coup de foudre en 2 jours, puis la course, c'est complètement fou, dans le bon sens du terme, là, c'est magnifique, là. Ouais, vraiment, c'est une histoire de fou. Les deux, encore, on a de la misère à y croire des fois, tu sais, puis on trouve ça incroyable. Et en plus, sur cette course de 125 km où on se connaissait à peine, ça faisait 4 jours qu'on se connaissait, lui, il est parti très fort, il était dans les 30 premiers. Moi, je suis partie derrière, tranquille, avec des amis, hein, à mon rythme. Et rendu au ravito du Coyote, il était assis sur un banc complètement explosé. Il n'est plus capable d'avancer. Il reste encore presque la moitié du chemin à faire à Coyote. Hein, il en reste long, là.
Et il m'a attendu, on a fini la course ensemble et c'était merveilleux parce que les deux, on était complètement éclatés. C'était mon premier 125. Lui, il avait pris cher sur le début de la course parce que bon, quand tu habites en France et tu vois en fait le dénivelé qu'il y a dans les courses au Québec, tu te dis c'est roulant, c'est facile. Donc lui était parti dans cette idée. Donc il a vraiment explosé. Je pense que c'est les premières éditions où il y avait encore plus de roulants en tout début de parcours. Maintenant, je pense que le début est un peu plus technique parce qu'il y a Ouais. tout le monde de la calampêche et tout ça, mais je pense qu'il y avait moyen de se casser les jambes bien rapidement dans cette course-là, dans les trois premières éditions où le début était un peu sur asphalte avant d'entrer dans les sentiers, là. C'est ça, ouais, exactement. Moi, j'ai fait les deux, j'ai vu les deux versions en fait, parce que j'ai fait la première édition où c'était hyper roulant, et puis celle de cette année, justement, avec le monde du lac à l'empêche et tout, là, c'est autre chose. Ah, fait que c'est magnifique. En plus de tout ce qui s'est passé en amont de la course, ce coup de foudre-là dans les jours qui précèdent, puis là, sur la course, vous vous retrouvez. J'ai l'impression, tu sais, on entend souvent, ah, tant que tu n'as pas habité avec quelqu'un ou tant que tu n'as pas voyagé avec quelqu'un, tu n'as pas vu la vraie nature. Là, à l'image de votre début de relation qui s'est faite à vitesse grand V, là, rapidement, vous vous êtes vus dans des moments très vulnérables. Je suppose, si tu dis que vous étiez les deux super cassés à partir du coyote, vous avez terminé la course ensemble. Je veux dire, une fin d'ultra bien cassée, on ne peut pas se voir plus vulnérable que ça, là. Ouais, ben moi, je me dis tout le temps, tu sais, un ultra, c'est une vie. Tu vis une vie dans un ultra, hein. Donc, on a vraiment vu toutes les facettes de l'autre personne. Et en plus, sur ce 125-là, moi, j'ai perdu ma lampe frontale. Non, en fait, ce qui est arrivé, j'avais un bénévole, d'ailleurs, qui s'est excusé après, un bénévole qui m'avait dit que je pouvais laisser ma lampe frontale au premier drop bag, que j'allais avoir un autre ravito où je pourrais avoir mon drop bag pour prendre ma lampe frontale. Donc, j'étais partie en fin de course sans lampe frontale. J'avais réussi à trouver un coureur qui m'avait prêté une lampe frontale parce que lui s'était tordu une cheville. Malheureusement, cette lampe frontale est tombée de mon sac à un certain moment dans la course. Donc, on s'est retrouvés tous les deux en pleine nuit avec une seule lampe frontale à finir notre course. C'était très romantique. Écoute, il y en a qui, leur première date, c'est un souper romantique à la chandelle. Là, vous autres, c'était une nuit dans la forêt froide et sauvage de Charlevoix avec une lampe frontale pour deux. Écoute, ça serait, ça serait, je te le dis, magnifique scénario. S'il y a des gens qui écoutent, qui sont des scénaristes, il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis comme c'est arrivé récemment, vous pourriez jouer vos propres rôles, mais non, je blague. C'est vraiment une belle histoire. Puis je suppose que ça a mis des bases très fortes, bien que très intenses comme début, ça met des bases fortes là, avec l'Ultra et tout. Puis 2 semaines plus tard, c'était clair pour toi, tu t'en allais vivre en France, le rejoindre, c'est fou. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que là, 6-7 ans plus tard, ben, vous êtes toujours ensemble, vous vivez à Val d'Isère, vous êtes mariés, je crois. On est mariés depuis 4 ans aujourd'hui. OK. Ah, Notre anniversaire de mariage en plus aujourd'hui. Donc, bon, ben, félicitations à vous deux. merci. C'était pas arrangé avec les gars des vues, on n'avait pas choisi la date pour ça, mais écoute, ça boucle la boucle de l'histoire. Merci de l'avoir raconté. Je pense que ça valait la peine, puis ça met la table un peu sur ton parcours en ultra parce que je le disais, je pense que je regardais, tu as fait quelques courses au Québec, 2014-2015, donc à une époque où le trail n'était pas du tout skié. Là. C'est fou de se dire qu'il y a moins de 10 ans, c'était encore les premiers balbutiements, puis aujourd'hui, ça a explosé au Québec. Mais 2014-2015, Arikana 65-125, et là, boum, tu déménages en France, puis là, tu as enchaîné les ultras. Là, j'ai regardé près d'une vingtaine de courses en sentier en France depuis 2016. J'ai regardé ça, la TDS, qui est une course l'UTMB qui fait rêver. Plein de courses que, tu sais, l'Ultra Tour des 4 massifs, l'UT4M qu'on entend parler, plein de magnifiques courses. Parle-moi de ces premières années-là en France. Donc, 2016, tu arrives, puis je veux dire, c'est des parcours différents. Quand on s'entraîne à Montréal, quand on s'entraîne pour Arikana, on s'habitue à un type de trail. Là, on arrive, puis c'est complètement autre chose. Là. Des cols à 2000, 3000 mètres, c'est loin du Mont-Royal, là. Ouais, ben en fait, j'avais déjà eu la chance de venir une fois en France pour le marathon du Mont-Blanc. C'était 2015. Ouais. Donc en 2015, j'avais gagné. En 2014, je pense, j'avais gagné la course qui était sur 4 jours au Québec, là. Une Super Transvallée? course d'ailleurs. Hein? Transvallée, voilà. OK. Transvallée, une année où Sarah Bergeron n'avait pas pu faire les 3 jours de course. Et puis, ben, j'avais fini première. Et puis, j'avais pu aller au marathon du Mont-Blanc grâce à ça. OK, il y avait un Et partenariat Transvallée Marathon du Mont-Blanc. ouais. Ah, OK. Et ce qui est arrivé après, c'est que mon ami Thibaut Crochon, qui était du Club de trail de Montréal, aussi leader de groupe,
lui, il a un appartement à Val-d'Isère. Il m'avait dit, ah, on va aller s'entraîner en France. Tu vas voir, ça n'a rien à voir avec les montagnes de Charlevoix. Parce que moi, bien sûr, à cette époque-là, je disais, les montagnes de Charlevoix, c'est les plus belles. Les plus hautes, les plus belles, on les adore. Voilà. Et il dit, non, non, tu vas voir, c'est autre chose. Fait qu'on a passé 2 semaines à s'entraîner à Val-d'Isère. Il y avait aussi Jeff Gosselin qui était là, qui était chez North Face à l'époque, avec Lucille. On était un beau groupe, Richard, HM. On était plusieurs, en fait. Fait qu'on s'est fait bien du fun. On a couru un peu aussi à Chamonix. Moi, j'ai fait le marathon du Mont-Blanc. Il y avait Sébastien Saint-Hilaire qui avait fait le 90 aussi avec Richard. Donc, j'avais vu un peu les terrains et tout. Puis, j'avais dit, moi, je vais revenir à Val-d'Isère. J'avais dit à mon ami, puisque Thibaut, ben, lui, il a un appartement en plus à Val-d'Isère. J'avais dit, un jour, je vais habiter là. Et c'était à cette époque-là aussi, la première fois que j'ai vu Nicolas, en fait. Mais je ne savais pas à cette époque-là que c'était lui. Mais je l'avais déjà croisé sur le 90 du Mont-Blanc. OK. Pendant la course. Il courait avec Jeff Gosselin. Ouais. Wow. Et on s'en est rendu compte après 2 ans de couple ensemble on s'était croisés avant. Donc, ouais. Aïe, aïe. Donc, ça a été ma première approche avec les Alpes. Fait il se passe vraiment un truc. T'sais. Et là, quand je me suis vraiment installée en France pour courir, je suis arrivée, mais blessée. Après mon premier 125 à Aricana, et j'avais enchaîné un peu après. J'ai été sur le Bromont Ultra pour pacer des amis en me disant tout va bien, j'ai récupéré, j'ai pas besoin de faire de grandes pauses. Ben, mon genou, à un moment donné, il a lâché. Et puis, j'ai eu une tendinite, mais ça passait pas. J'ai jamais réussi à régler le problème. Ça a pris 6 mois avant que je sois capable de recourir. Et à ce moment-là, je savais déjà que j'avais été sélectionnée sur la TDS. On était rendu en février. Je n'étais toujours pas capable de courir plus qu'1 ou 2 minutes. J'avais peur. Donc, j'ai fait très peu d'entraînement dans les Alpes, je te dirais, avant de faire cette course-là. Wow. Ça s'est placé au mois de mars avec, j'ai pris le plan d'entraînement de la clinique du coureur, donc le retour à l'entraînement avec vraiment des tout petits intervalles en marche-course et je l'ai suivi à la lettre. Puis j'avais un kiné qui me suivait aussi en France. Puis il m'a dit, ben, tu devrais être prête à temps. Donc, ça a été ma première vraie grosse course, mon premier ultra dans les Alpes. J'ai fait presque sans préparation, mais je pense que ça s'est fait, j'ai réussi à le faire sur les acquis de tout ce que j'avais fait avant en étant au Canada et puis en courant aussi aux États-Unis et tout, parce que j'ai fait quelques courses au Vermont où j'ai placé du monde, donc ça aide aussi. Je savais à quoi m'attendre, mais on est tombé sur une édition où il faisait extrêmement chaud. C'était fou, il y avait une canicule incroyable. Je me souviens quand on est descendu à Bourg-Saint-Maurice, je pense qu'il faisait 36 ou 37 degrés. Puis après, on montait à 3000 mètres et puis là, il fait 10 degrés dans la nuit. C'était vraiment éprouvant. Tu sais, j'ai eu la chance de recevoir au podcast Ludovic Pommeret et Caroline Chavreau en 2016 qui avait gagné l'UTMB. Là, on parle de la TDS qui se déroule 2 jours avant, donc même température, même moment. Puis les deux racontaient à quel point cette édition-là, 2016, était extrêmement chaude. Puis juste pour peinturer un peu le portrait, parce que la TDS est un petit peu moins connue, j'ai l'impression. Les gens parlent beaucoup d'UTMB, CCC, OCC, qui partagent tous le même parcours. On entend souvent l'UTMB, bon, c'est extrêmement dénivelé, là, c'est 10 000 mètres, mais assez roulant parce que c'est des sentiers empruntés énormément par des marcheurs depuis des siècles. Par contre, la TDS, bon, à cette époque-là, c'était 120 km, 7500 mètres de D+. Faites le calcul, c'est un ratio de dénivelé encore plus intense que l'UTMB, mais dans des sentiers beaucoup plus techniques, dans des sections, tu sais, cette année, malheureusement, il y a eu un décès, mais je pense que la TDS est sur des parcours beaucoup plus difficiles, des sentiers qui longent des cols, des précipices, littéralement, extrêmement difficiles. Donc, je tenais à peinturer le portrait parce qu'on parle de la TDS, puis les gens ne connaissent peut-être moins, mais pour leur montrer à quel point c'est un exploit ce que tu as fait aussi de s'y préparer. Puis premier ultra en France, ou en tout cas 2e après le Mont-Blanc. Ça commençait fort, là. La TDS, c'est pas pour les petits, là. Non, ça m'a mis dans le bain direct. Et puis, une des choses qui m'a le plus impressionné sur la TDS, c'était les falaises, en fait. Tu arrives, t'es éclaté, donc avec l'altitude, déjà, tu es un peu désorienté, parce que la fatigue, et puis le manque d'oxygène, donc on ne voit pas toujours clair. Je trouve que tu te sens un peu comme dans un nuage. Puis là, ils me font passer sur le bord de des falaises. Tu te dis, mais au Québec, genre, même quand tu es en sentier de randonnée, ils ne me font pas passer sur des trucs comme ça. C'est fou. Ça m'avait vraiment impressionné. Puis le nombre de pierriers qu'on a traversés aussi. Donc, il fallait vraiment être patient. Moi, j'étais allée tranquille. Je me disais, de toute façon, il fait trop chaud pour courir. Fait que je continue à avancer à mon rythme. Puis ça a passé. Hein.
Donc, j'étais bien contente. Celle-là, c'est une de mes plus belles à vie. Franchement, quand j'ai passé la ligne d'arrivée là-bas, c'est incroyable. Ouais. Ouais, parce que c'est pas les mêmes sentiers, mais ça termine au même endroit dans Chamonix, au cœur de. Je veux dire, ces images-là, on les voit dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu au trail. Ces images-là de ligne d'arrivée de Chamonix, c'est mythique, là. On sait ce que c'est, on les voit, on les revoit, puis on peut juste s'imaginer l'émotion qui vient quand on traverse cette ligne d'arrivée-là, surtout après un effort comme ça, dans la chaleur, dans les cols, une course qui t'a pris 31 heures, donc c'est une longue trotte dans les montagnes. J'avoue que ça doit être d'autant plus satisfaisant quand on traverse la ligne d'arrivée, là. Ah ouais, ouais, tu te sens comme un héros, en fait, t'as l'impression d'avoir accompli le truc le plus extraordinaire au monde. Et là, il y a tous les gens, en fait, ce qui est bien à Chamonix, c'est qu'il y a des terrasses alentour tout le long de la ligne d'arrivée. Donc, il y a plein de gens qui prennent le café. Moi, je suis arrivée le matin, ils sont là avec leur café croissant, ça t'encourage. Et puis, il y a des gens de partout dans le monde. Non, c'est génial, hein. Je pense que les courses de l'UTMB, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir, c'est à faire une fois dans sa vie au moins. Oui, exact. C'est nos Jeux olympiques. Puis comme tu dis, tu sais, ça se parle beaucoup ces temps-ci, puis il y a eu des changements, puis tout changement brusque en général. Puis j'en ai parlé avec d'autres invités, je ne veux pas qu'on revienne sur ce sujet-là, mais le changement de modèle de l'UTMB, je pense que ça encourage beaucoup la professionnalisation de notre sport, ce qui est une très bonne chose. Je pense que le coureur moyen s'en retrouve peut-être un peu perdant, dépendamment où dans le monde. Tu sais, en Amérique, c'est dur de trouver des courses où on va pouvoir se qualifier pour ramasser les points nécessaires. En Europe, il y en a un peu plus. Mais bref, tout ça mis de côté, quand on regarde l'événement pur au sens du trail, les sentiers, les panoramas, c'est mythique. Puis comme tu dis, je pense que critique ou pas, c'est un événement à faire une fois dans une vie quand on tripe sur l'ultra, là. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. J'aurai la chance d'y être en nous, là. On vient de réserver notre Airbnb à Courmayeur. Je ferai la CCC. Fait que avec mes parents, avec ma conjointe, on s'est décidé qu'on allait y aller pour Courmayeur. On va vivre le nord de l'Italie, les Alpes italiennes, puis faire cette course-là. T'en parles, mais j'ai encore plus hâte que j'avais déjà, là. Ah, mais c'est trop super ça. Ben, je vais essayer d'aller le voir. C'est ça, je vais descendre. Je peux passer à travers les montagnes, pas loin de chez nous, en fait. On Ah ouais, c'est traverse ça. le courant. Je passe de la France à l'Italie, puis on peut descendre à Courmayeur. Fait que j'irai te voir sur la ligne de départ. On aura l'occasion de se croiser en vrai après s'être parlé. Ouais, c'est ça. Donc là, ça commençait fort, j'allais dire ce séjour-là, mais cette vie en France, dans les Alpes, avec l'arrivée, tu as tout vendu ce que tu possédais, déménage en France, première course de trail, la TDS. Comment s'est passé les années qui ont suivi? Autant, oui, en termes de course, mais même comme tu dis, tu avais tout lâché au Canada, tu arrives en France. C'était quoi ton métier au Canada? Puis c'est quoi que tu fais maintenant aujourd'hui en France? À la base, moi, je suis en fait diplômée de l'ITHQ en gestion appliquée en restauration. OK. Et j'ai travaillé, dans le temps, je faisais beaucoup de trail. En fait, j'étais gestionnaire de restaurant pour Crudescence sur la rue Macaille à Montréal. Puis après, bon, ça me prenait énormément de temps, gérer un resto. C'est beaucoup d'heures de travail. Et puis, je voulais vraiment me consacrer aussi au trail. C'est quelque chose qui était important dans ma vie. Donc, c'était 7 ou 8 mois avant de partir pour la France. J'avais changé d'emploi puis j'étais coordonnatrice événementielle pour Julien Leblanc-Traiteur. OK. J'organisais surtout les événements de type mariage et tout. Donc, je suis toujours restée dans le milieu nourriture. C'est vraiment un truc qui me plaît. Donc, mais arrivé en France, j'ai recommencé. Déjà, mon mari habitait à Montluel, qui était une ville à côté de Lyon. Donc, j'ai trouvé un petit emploi dans cette campagne lyonnaise, dans ça s'appelle, c'est comme une épicerie en fait, mais c'est un regroupement de producteurs qui vendent leurs produits. OK. Donc, j'étais caissière là-bas au salaire minimum. Ça n'a pas fait longtemps, tu sais, c'était correct, là, mais mettons que c'était pas super motivant. Puis après, je suis allée travailler chez North Face dans une de leurs boutiques de vêtements au centre-ville à Lyon. OK. Et après, je me suis réenlignée à nouveau comme chef dans un restaurant végétarien qui venait d'ouvrir à Lyon. Ça a été une période, ça, qui a été vraiment difficile parce que, bon, la restauration, c'est un milieu qui est compliqué. Ben, on connaît beaucoup de gens aussi qui sont dans ce milieu-là. Ben, Maxime Touquet, moi, je trouve que c'est un très bel exemple de ça. C'est des jobs qui sont très difficiles, très demandantes, et puis d'avoir le côté vie personnelle, entraînement en même temps, c'est compliqué. Donc là, j'avais retesté et après 6 mois après l'ouverture du resto où tout allait bien, c'était top, hein, c'était vraiment bien. Sauf que mon corps n'a pas tenu. J'ai fait un gros burn-out à cette époque-là. Et
Après, je me suis trouvé d'autres emplois. Je suis restée dans le monde de l'immobilier, en fait. OK. Donc, des jobs plus calmes, je dirais. Je suis plus dans les bureaux. Là, je fais de la comptabilité. Maintenant, je travaille pour Simalp. À ne pas confondre Simalp, les vêtements Simalp en France, et il y a Simalp, la compagnie immobilière des Alpes. Donc, je travaille pour eux. Je fais de la location de chalets haut de gamme pour les vacances au ski. Ah, Donc, bon, fait que t'es dans le milieu touristique. ouais, je reste dans le milieu touristique, hôtellerie, mais je touche plus à la nourriture. Je fais des gâteaux pour mes collègues, des fois quelques plats que je leur apporte, mais sans plus, j'ai lâché un peu ce milieu-là, en me disant que peut-être un jour j'y retournerai. Ce serait peut-être une idée d'ouvrir ma business si je suis bien entourée. Ouais. Éventuellement, je verrai Mais comment ira la vie. c'est un milieu extrêmement exigeant. Là, tous ceux qui ont travaillé en restauration le disent, c'est ça, c'est des longues heures, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup d'imprévus. Puis je pense qu'en ce moment, plus que jamais, là, la pandémie, il y a plein de domaines qui en ont souffert plus que d'autres, mais la restauration, c'est extrêmement difficile. En tout cas, je ne sais pas pour la France, mais au Québec, ça a été le festival du ouvre, ferme 50%, 100%, des plexiglas, pas de plexiglas, livraison, pas de livraison. C'est un bordel pour ces entrepreneurs-là. Entrepreneurs et aussi tous les travailleurs de la restauration et tout. Fait que c'est un milieu qui était déjà difficile, mais je pense que la pandémie a rendu cette industrie-là beaucoup plus précaire qu'elle l'était. Là. Je pense que d'avoir un restaurant avant était très difficile. C'est difficile d'avoir des marges de profit et de réussir à en vivre. Mais là, quand il y a une pandémie qui arrive, puis des situations comme ça, on ne peut pas permettre les gens de faire leur travail. Puis je ne critique pas les lois qui ont été mises en place. OK, il y a une pandémie, il faut la gérer, mais c'est un domaine qui a été extrêmement touché, puis c'est super triste. Là. Tout à fait, ouais. Ici, ça a été un peu la même chose. Ils nous ont Ouais. fermé tous les restaurants. Puis là, bon, c'est accessible maintenant. Nous, ça a réouvert un peu avant la France. Mais ça reste seulement avec des passes sanitaires, avec des règles hyper strictes. Donc, ouais, je pense que j'ai changé de domaine au bon moment. Ouais. Puis à quel moment Val d'Isère est arrivé sur votre radar? Parce que là, vous vivez là présentement, mais tu disais que vous étiez dans la région de Lyon. À quel Ouais. moment ce changement-là s'est opéré? Moi, je te dirais, mon mari, là, si jamais tu le rencontres, il va te dire Suzanne, c'est la personne qui a les idées tout le temps un peu folles, en fait. Mettre dans le contexte, mon mari, il est policier à la BAC. À cette époque-là, c'est à Lyon. La BAC, c'est la brigade anticriminalité. C'est des policiers très spécialisés qui font du trafic de drogue, trafic d'armes, des trucs très dangereux, pas très joyeux, toujours dans la répression. Et lui, c'est une personne qui est hyper positive, qui aime jaser avec le monde. Et je voyais qu'il était un peu malheureux là-dedans aussi. Et puis qui adorait la montagne. Puis chaque fois qu'on avait passé un week-end à la montagne, on revenait avec le cœur lourd. Et à un moment donné, j'ai envoyé l'offre d'emploi de policier à Val d'Isère. Et moi, j'y avais déjà dit, depuis que j'habitais en France, un jour, je vais habiter à Val d'Isère. Il me disait, non, c'est impossible. Tu n'habiteras jamais à Val d'Isère. Je disais, mais pourquoi? Alors là, lui, il me disait, non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de policier brigade anticriminalité en pleine montagne, déjà. Je peux faire autre chose. Non, c'était pas possible. Et le coût des loyers, en fait, à Val d'Isère, c'est la 4e ville la plus chère de France. Oh, OK. Donc, c'était pas possible qu'on habite ici. J'ai quand même envoyé l'offre d'emploi. Parce qu'avec l'offre d'emploi, il y avait un logement de fonction. Et là, ça a pris quelques mois. Il a pensé à la chose. Il m'en a pas parlé au départ. Il me disait non. Puis après 3 mois à cogiter l'idée, finalement, il a appliqué sur ce poste-là. Donc, une fois qu'il a eu appliqué, c'est quelqu'un qui est à fond dans ses projets lui aussi. Quand il se lance dans quelque chose, il va l'atteindre, le but. Fait qu'après, on est monté 3 fois, je pense, à Val d'Isère dans les mois qui ont suivi pour rencontrer le maire, le conseiller, les ressources humaines, parce qu'il voulait vraiment se vendre pour avoir le poste. Et il l'a eu. Wow. Donc, c'est ce qui a permis qu'on puisse habiter à Val d'Isère. Voilà. Donc, on a travaillé fort pour s'y rendre, puis pour lui, ça a aussi été beaucoup de compromis, un énorme changement de vie, parce que maintenant, en fait, policier municipal et policier de la brigade anticriminalité, c'est pas la même chose. Mais, je suppose que Lyon aussi, c'est une ville, je pense qu'il y a quand même un bon taux de criminalité là, assez élevé. Donc, je suppose qu'il y avait du pain sur la planche, puis ça devait être extrêmement difficile comme métier, justement, dans une brigade anticriminalité comme ça. Là, d'arriver dans un village où il y a beaucoup de tourisme, un village de montagne, ça doit être un changement de mood complet, là. Complet. Pour lui, là, il est pas mal plus relax, je te dirais. Il n'y a plus d'armes à feu. Ses plus gros problèmes, c'est les gens qui ont trop bu le soir, mais qui sont pas méchants. On a vraiment changé de vie, les deux, pour notre sport.
C'est des compromis qu'on a fait parce que moi, tu sais, j'habitais Montréal aussi avant. Je suis quelqu'un de la ville, j'adore la ville. Là, on est loin de la ville. On est à 3 heures de la ville, on n'y va jamais. On reste dans nos montagnes, mais on est quand même super content en fait des décisions qu'on a prises. De se dire, c'est des compromis, on est plus loin de nos amis, on n'a pas de supermarché à côté de chez nous, il faut faire 45 minutes de route pour aller acheter nos courses, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, le bonheur que ça nous procure d'être ici tous les deux, c'est juste, on peut pas avoir mieux en fait. Ben non, c'est On a un certain. cadre de vie qui est incroyable. Là, en ce moment, il y a de la neige, donc on prend nos skis, on sort derrière notre building hein, et on a la piste de ski de rando qui est là. Donc, on peut pas demander mieux en fait. Un accès facile au dénivelé. Hein. Ouais, vraiment facile au dénivelé. On peut faire que ça. C'est notre plus grave problème. En fait, on n'a pas de plat. C'est vraiment compliqué de faire des intervalles sur plat chez nous. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Fait comment s'est passée l'adaptation de l'entraînement? Parce qu'on vient de le dire, c'est un changement de cap complet aussi. Donc là, vous arrivez à Val d'Isère, fait que c'est beaucoup, beaucoup de dénivelé, beaucoup de musculation naturellement en faisant autant de dénivelé, moins de, comme tu dis, d'intervalles. Comment ça s'est passé, cette transition-là d'entraînement, puis comment ça s'est répercuté dans tes courses? Ben, moi, ça a été vraiment spécial, je te dirais, parce que en fait, tu sais, comme on vient du Québec, donc la neige, on est habitué. Puis moi, j'ai toujours dit aux autres Français, je dis non, mais je connais ça, je sais comment m'entraîner en hiver. Vous inquiétez pas. Ça n'a rien à voir ici, en fait, parce que ils n'ont pas la même mentalité. Déjà, on est en haute montagne, donc les gens, ils sont plus sur le côté plein air. On va toujours faire un sport, mais ce ne sera pas nécessairement de la course, même si tu es un coureur. Donc là, en hiver, on fait vraiment beaucoup de ski de rando. Je fais presque pas de course à pied. Et c'est vraiment génial. C'est ça qui nous permet de faire notre dénivelé. Parce que, bon, la première hiver, moi, je suis arrivée avec mes raquettes de course. Puis je montais en haut de Solèze, là, qui est à presque 3000 mètres avec mes raquettes de course. Puis les gars me disaient, mais non, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là. Tu sors les skis de rando. J'en avais pas. Je comprenais pas trop. Et là, je voyais des gars en ski de rando. Je trouvais ça bien impressionnant. On me disait comme, ah ouais, c'est ça, ça fonctionne comme ça. Donc, ça a été la découverte totale d'un autre sport. Il a fallu qu'on s'habitue. Et puis, maintenant, ça va bien, je te dirais. Mais au départ, la première année, on l'a trouvé dur. J'ai eu besoin de renforcer beaucoup les abdos, mon dos aussi, parce que j'avais mal. Là, à force de faire que de la montée et de la descente, ça me tirait là, dans le ventre et dans le dos. C'était fou. Et puis, c'est sûr que je te dirais que si je regarde mon Strava, je ne suis pas très Strava, mais quand je le regarde, je suis sûre que mes temps, ils sont toujours mauvais. J'ai jamais des bons temps, tu sais. Je vais faire 7 km en 1 heure. C'est décourageant. Mais c'est tout le temps comme ça, sans arrêt, parce qu'on est tout le temps dans le dénivelé. On est quand même aussi tout le temps un peu dans ce manque d'oxygène. On est assez haut. Ben oui. Donc, j'ai l'impression que je ne performe pas à l'entraînement. Sauf que dès que je descends de la montagne pour aller faire une course, ben, ça va super bien. Hein. Ouais, c'est ça. Que là, je suis en pleine forme. Puis je l'ai senti même sur Arikana quand je suis allée. Tu sais, sur 125, je me souvenais de la dernière fois que je l'avais fait, puis je me disais, je vais être maganée, ça va être dur. Tu sais, ça reste un ultra, c'est toujours dur, mais franchement, ça a bien été. Ça a vraiment super bien été, et puis la récup s'est fait vraiment rapidement. Et moi, je pense que l'altitude, le fait de s'entraîner sans arrêt en altitude, ça aide énormément. Et puis, une des choses qui est vraiment drôle, là, c'est les premières fois que j'ai fait mon épicerie. On va chercher nos épiceries en bas de la montagne. Fait que, tu sais, je sais pas, Bourg-Saint-Maurice, ça doit être à peu près 500 mètres d'altitude. Fait qu'on monte quand même assez haut, là. Et les sacs de chips, quand on arrive en haut, ils sont tellement gonflés que des fois, ils explosent. Fait que là, on se dit, mais tu sais, dans notre corps, comment ça se passe justement? Parce qu'on fait la même chose que le sac de chips, en fait. Donc, c'est quand même bien drôle. Ça fait bien rire. Les sacs de chips à cause de la pression atmosphérique qui change. Ouais. Les sacs de chips explosent. Wow, je savais pas que l'altitude se faisait aussi au niveau des sacs de chips. Voilà, ouais, non, c'est bien drôle parce qu'en bas, tu sais, ils sont comme juste un peu gonflés, mais comme à l'épicerie au Québec, ils sont un peu gonflés. Mais là, nous, on arrive chez nous, ça gonfle tellement, là, ça est tellement gonflé qu'il explose tout seul des fois dans l'armoire. Bien drôle. Wow, ça, je ne m'attendais pas à ça. Après tout ce temps-là, en France, as-tu une course coup de cœur? Parce que tu en as fait beaucoup. Puis moi, ce que j'aime en France, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites courses de quartier, tu sais, des événements trail dans des montagnes magnifiques, mais dont personne n'entend parler parce que ça se fait à plus petit déploiement. Puis tout ce qui n'est pas l'UTMB, on dirait que de l'extérieur, on entend moins parler. Mais il semble avoir une concentration de courses chaque fin de semaine. Je pense que tu peux faire un ultra en France. Est-ce que dans tout ce que tu as fait comme événement, il y en a un qui est un coup de cœur particulier?
il y a vraiment énormément d'événements, je te dirais, partout en France. Et puis, l'avantage de la France, c'est que c'est un tout petit pays pour nous. Si on le compare au Québec, c'est minuscule, là. Et tu as tellement de paysages différents. Si tu vas dans le sud de la France, dans les Alpes, dans le nord, ça n'a rien à voir au centre. Donc, moi, j'ai vraiment couru beaucoup les Alpes, un peu la région lyonnaise et tout. Puis, bon, c'est pas parce que j'habite ici, là, mais je te dirais que la plus belle course, c'est la course du Trail de Val d'Isère. OK. Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment la plus belle des courses. En fait, on part d'ici, du village de Val d'Isère, on va au glacier de la Grande Motte, qui est à Tignes, en face de chez nous. On revient ensuite à Val d'Isère et on fait, bon, Picheru, la Bayette, le col de l'Iseran. Ça, c'est peut-être assez connu parce qu'on le voit souvent sur le Tour de France. Après, on monte au-dessus du col de l'Iseran à l'Aiguille-Perce et on redescend par le glacier du Pissaya et sur le village de Val d'Isère. Donc ça, c'est incroyable. C'est 70 kilomètres. De mémoire, combien il y a de dénivelé? Je me souviens plus. Je pense qu'on est presque à 6000 mètres de dénivelé sur 70 kilomètres. Ça n'a aucun sens. Ça m'a pris 16 heures le faire cette année. Ça n'a pas de sens, les ratios. C'est fou. Mais c'est ça qui est impressionnant, en fait. Il y a tellement de dénivelé sur si peu de distance, mais tu vois les murs, là, tu te dis, mais je ne vais pas monter là, c'est pas possible. Ouais. C'est vraiment une super belle course parce que justement, il n'y a pas trop de monde dessus. Ouais. Et ça passe par le parc de la Vanoise, qui est un peu comme les parcs de la CEPAC qui sont protégés avec plein d'animaux. Il y a des bouquetins, il y a des aigles. Donc, non, ça, c'est vraiment ma préférée. Autrement, j'ai beaucoup aussi aimé la Corse. Okay. J'ai fait le Corsica Trail, qui est à 42 km sur les crêtes, juste au-dessus de la mer. Et on redescendait par le bord de la mer pour revenir à la ville d'Ajaccio. Ça, c'était pas mal aussi. Mais après, je peux pas te dire, hein, ils sont toutes tellement différentes. Puis, il y en a tout le temps. Il y a des courses tous les week-ends. Mais il y a des formats de courses, en fait, qui m'ont vraiment marqué aussi en France. Je sais pas, peut-être que maintenant, comme c'est plus développé au Québec, ça existe. Mais moi, dans mon temps, en tout cas, au Québec, ça n'existait pas. Les montées sèches pendant 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Et puis, il y en a une que j'ai fait comme ça, pas loin d'ici, où tu pars à 6 heures le matin et tu fais que des montées, tu descends en télécabine. OK. Et tu fais ça sans arrêt, en boucle, toujours la même montée et la descente en télécabine. Donc, tu peux enchaîner du dénivelé en masse. Ouais, c'est ça. Et Puis c'est souvent, des courses de région, là. Ben, c'est un format qui est intéressant parce que souvent, ce qui rend le dénivelé autant difficile sur le corps, c'est surtout le D-. Le D+, c'est souvent en power hike. Fait que oui, ça finit par faire mal aux cuisses et tout, c'est normal, mais c'est les descentes qui détruisent les jambes. Là. Fait que c'est intéressant comme format de juste enchaîner des montées puis descendre en télécabine. Oui, je trouve que ça, sur le mois de mai, le mois de juin, c'est super parce que tu peux faire, il y a tout le temps des formats 3, 6 ou 12 heures. Fait que tu te lances là-dedans, tu fais que de la montée, tu travailles vraiment sur la force, la puissance, sans vraiment te briser les jambes. Fait que 2 jours après, tu peux recommencer un entraînement normal. C'est vraiment le fun. Et puis, c'est tout le temps des petits événements organisés par les clubs de sport des villages. Fait que c'est toujours sympathique, là, ils font des ravitaux avec saucisson fromage, eux autres, là. Ben oui, c'est ça que j'avais entendu parler, même sur l'UTMB, que tu arrives dans les ravitaillements, puis il y a ce qu'on est habitué de voir, bananes, boissons sportives et tout, et il y a saucisson, fromage. Est-ce que toi, à force de vivre en France comme ça, est-ce que dans les courses, tu te laisses tenter par le fromage et les saucissons? Ah oui. Ah ouais? Donc, oui. Au départ, je trouvais ça vraiment bizarre. Je me disais, c'est beaucoup trop gras. Je ne serais pas capable. Surtout que j'étais végane, à l'époque. Moi, je passais de végane à manger saucisson et fromage. Voilà. Mais ici, ça marche bien. Je ne sais pas. Je te dirais, je pense qu'il faut vraiment s'adapter à l'endroit où on est, même pour notre alimentation. On est en montagne, il y a des vaches alentour, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà, moi, je me nourris des produits que j'ai alentour de moi. Donc, et ça marche bien, je te dirais, saucisson, fromage. Étonnamment, ça se digère bien. Ça ne me cause pas de problème, donc j'en mange. C'est sûr, j'imagine qu'avant de monter un col en power hike de 1500 mètres qui va prendre des heures, j'avoue que, bon, en power hike comme ça, au pas de marche, ça doit bien se digérer comme n'importe quoi, mais saucisson, fromage avant une bonne descente là, assez rapide, ça doit brasser dans le ventre. Là. C'est peut-être moi qui s'imagine, j'essaie de m'imaginer, moi, attaquer une descente avec saucisson et fromage dans l'estomac, ça doit être particulier. C'est lourd, ça reste dans le bas du ventre comme c'est lourd. Faut l'essayer.
Ouais, ça passe bien. C'est sûr que là, quand je suis revenue au Québec et que j'ai fait Arikana avec les ravitaux de fou, les grilled cheese et tout, ça me plaît bien plus, c'est sûr. Les patates, ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas en France. Les patates, ça me Ah ouais? manquait beaucoup. Ouais, eux ici, quand je leur parle de ça, ils trouvent ça bien bizarre. OK. Donc, tu sais, on a chacun nos particularités là, des deux côtés. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est le fun de voir culturellement qu'est-ce qu'on met dans nos ravitaux puis que ça change d'une place à l'autre. Mm, Fait que là, tu parlais d'Arikana, tu es revenu en 2021 après y avoir participé à l'édition dont on parlait tantôt où tu as rencontré ton mari, donc 2015, tu es allé vivre en France. Grand retour en 2021 sur les sentiers d'Arikana. Puis là, 2022, ben, grand retour sur le continent nord-américain, mais là, pour participer à la Western States. Comment ça s'est présenté dans ton parcours, la Western States? Ça fait combien de temps que tu essayais de te faire piger au tirage au sort? C'est un événement complètement inattendu, encore une fois, dans ma vie et c'était pas du tout prévu. Non? En fait, encore, c'est une idée de fou qui m'est passée par la tête, voilà. Bon, je voulais faire mon Arikana, le 125 km en bas des 25 heures pour avoir mon petit couteau, hein, le petit couteau Oui. Arikana, loup, là, je le voulais vraiment. Fait que ça, c'était mon but. Et après, quand j'ai fini ma course, j'ai su que si on était en bas de 25 heures, on pouvait s'inscrire sur la Western State. Ah bon, j'ai toujours vu cette course. Moi, je me souviens dans le temps où j'étais leader de groupe pour le CTM, on faisait des week-end shocks. Et le film que je passais le soir pour qu'on se repose, c'était Unbreakable. Ah oui. Moi, ce film-là, je le trouve, c'est un film culte pour moi. Tu sais. J'ai C'est même comme mon Star Wars T-shirt pour de d'autres, là. Anton. Hier, j'ai mon T-shirt d'Anton Krupicka aujourd'hui. Mais non, ce film-là, je pense qu'il est rendu disponible gratuitement maintenant sur YouTube et tout. Mais si vous n'avez jamais Ouais. écouté Unbreakable, l'édition 2011 de la Western States, il y a Kilian, il y a Anton Krupicka. C'est complètement fou comme film. On est au cœur de la course. Si tu ne tombes pas en amour avec la Western State en écoutant ça, si tu ne tombes pas en amour avec ce film-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre parce que c'est. En tout cas, bref, allez écouter ça, Unbreakable. Mais je comprends que ça a marqué ton imaginaire, ce film-là, avec cette course-là. Donc, je me suis dit, bah, j'ai l'occasion, je vais m'inscrire, tu sais. Donc, un soir, comme ça, avant d'aller me coucher, je mets mon nom. Je dis, ah, c'est drôle. En plus, il n'y a même pas, tu sais, de frais d'inscription ou quoi que ce soit. Tu fais juste mettre ton nom, c'est tout, ça finit là. Puis là, je regarde comme ça, savoir, tu sais, combien j'ai de pourcentage de chance d'être tiré, combien j'ai de tickets. J'avais un ticket, j'avais 1,1 % de chance d'être tiré au sort. Et j'avais jamais considéré faire cette course-là dans ma vie. Et je reçois un mail le lendemain du tirage qui me dit que j'ai été tiré au sort. Là, je me dis, mais tu sais, c'est écrit en anglais, puis je me dis, ben, j'ai peut-être mal compris un truc. Fait que là, je vais voir le tirage au sort qui était rediffusé sur Facebook, on pouvait le réécouter en Ouais. replay. Il y avait bien mon nom qui était tiré, le 13e nom qui était tiré au sort, c'était le mien. Puis là, j'ai dit, ben, oh, d'accord, il faut s'organiser à cette heure. Maintenant que c'est là, il faut assumer. Il faut assumer la Donc, chance que tu as eue aussi. Tu sais, comme tu dis, il y a tout ce qui va en amont comme préparation, l'entraînement, les courses qualificatives. Tu as fait ton Arikana, mais le rendu là, à 1,1 % de chance, c'est ça. Il y a une part de chance. C'était ta journée. Tu aurais dû te prendre un 6,49 cette journée-là, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est plus tu tentes ta chance, plus ton nombre de tickets double. Fait qu'il y a des gens qui ont, tu sais, comme moi cette année, comme toi, j'avais un ticket. Fait que l'an prochain, moi, quand je vais remettre mon nom dans le chapeau, je vais avoir 2 tickets. L'année suivante, 4, puis 8, puis 16. Puis tu continues comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas pigés, puis ça fait 10 ans qu'ils s'essayent. Fait que je me rappelle pas, mais c'est plus de. Il y en a ils ont 120, 150 chances, 150 noms dans le ticket. Donc, les chances, fait que tu finis par avoir ta chance, mais à un moment donné, il y a aussi, ça se fait à la bonne franquette, hein, c'est un gros rouleau de métal, puis il y a ouais. 2000, 3000 noms dans le chapeau, puis il y a quelqu'un qui pige à la main, qui ouvre le papier, qui dit Suzanne Lefrançois Couturier, Western State 2022. Fait que Ah oui. c'est une belle chance, puis c'est complètement fou que tu puisses participer à ça dès l'an prochain. Première tentative pour la course, boum, pigé. C'est une autre paire de manches, ça, comme course. C'est une course je ne sais pas comment tu entrevois ta préparation, sachant que tu vas être en France, dans les Alpes. Comment on se prépare pour une course fin juin dans les canyons roulants de la Californie? Ça me fait énormément peur, je Ah te ouais? dirais. J'écoute tes épisodes avec Marianne, là, savoir comment on se prépare. J'ai écouté aussi l'épisode d'Eliott sur sa tentative l'année dernière et tout. Tout ce que je peux écouter, je l'écoute et j'essaie d'adapter à mon terrain ici. Donc, nous, il faut savoir qu'on est dans la neige jusqu'à fin mai, hein. Donc, déjà, aller faire de la montagne, c'est compliqué. Donc là, je fais du ski de rando beaucoup, beaucoup de dénivelé.
Avec de l'altitude, je monte à 3003, 3004 toutes les semaines au moins une fois. Je me fais des entraînements longs en ski de rando. J'essaie de courir 2 à 3 fois semaine et je vais au sauna. Voilà. Ouais. Pour m'adapter à la chaleur, j'ai le sauna. Je vais au sauna 1 fois ou 2 par semaine. J'y passe des 30-40 minutes en me disant c'est ça que ça va être sur la Western State, mais en plus, je vais être en train de courir, je vais être fatiguée. Donc, mentalement, j'essaie de me préparer comme ça. Et, euh, et je vais augmenter mes distances d'entraînement. Je vais essayer de commencer à courir plus, je te dirais, vers le mois d'avril. Parce que là, nous, bon, étant donné que je suis en montagne, on a aussi des saisons de ski, donc on travaille énormément en ce moment. Donc, la priorité, c'est aussi d'être là, présente au travail. Et à partir d'avril, je vais pouvoir me libérer plus. Je vais descendre un peu plus bas pour pouvoir me faire des entraînements longs de course à pied, je veux dire, à l'entour du lac d'Annecy et tout ça, où il y a de la neige un peu moins longtemps. Donc, ça va être bien. Et niveau préparation, je pense que c'est beaucoup de mental sur un 160. Bon, je sais que ça passe sur 130. Je sais que je suis capable de courir 24 heures. Je connais les entraînements que je dois faire. Je sais qu'il ne faut pas que j'oublie de faire mes long runs. C'est le plus important. Ça, c'est mon focus 2 fois semaine. C'est mes long runs. Ça, je ne les skip jamais. Après, sur mes entraînements courts, ça m'arrive de ne pas y aller des fois. Je manque de temps. Voilà. Je ne fais pas trop bien les devoirs des fois, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde. Il faut trouver le juste milieu entre tout ce qu'il y a à faire dans la vie. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu es entraîné par quelqu'un ou tu fais 100% de l'autodidacte? J'ai toujours fait 100% autodidacte. OK. Je me renseigne beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Mon mari, c'est un trailer qui a fait énormément de long. L'UT4M, justement, le 160, il a fait 2 fois. Il a fait aussi une course au Yéna de 160. Il y en a fait une dans les Pyrénées. Je me souviens plus c'est quoi le nom, celle des Pyrénées qui est très connue. OK. Mais bon, il doit avoir une dizaine d'ultras de 160 km à son actif. Donc, lui, il connaît bien ça. Fait que quand j'ai besoin de conseils, j'en demande. Après, comme c'est mon mari, je veux pas qu'il m'entraîne non plus, pas créer de friction. Donc, quand j'ai besoin qu'il me rassure, je sais qu'il est là, qu'il va m'aider. Je lui demande d'aller courir avec moi quand j'ai pas trop de motivation. Mais j'y vais à mon rythme. Puis, je trouve que les plans d'entraînement de la clinique du coureur aussi sont vraiment bien faits. Souvent, OK. je vais voir dans les livres qu'ils ont ce que je trouve sur Internet à propos d'eux et ça m'aide énormément. Puis, je suis entourée de plein de coureurs, donc je leur demande des conseils. Ah oui. Voilà, et je me fie aussi beaucoup à mes sentiments, à mon ressenti, comment mon corps va. Je fais du yoga 1 fois par semaine, minimum 2 heures, puis avec beaucoup de renforcement musculaire, je pense que c'est nécessaire. Puis il faut vraiment y aller avec la saisonnalité ici. Donc voilà, j'essaie de ne pas trop me mettre la pression, me préparer beaucoup mentalement parce que je pense que c'est ça qui est le plus dur sur l'ultra. En fait, ça se passe dans la tête, hein. Sur la fin de course, ça va être ça. Et on verra, hein, mais j'espère vraiment le réussir. Si je réussis, ça va être mon premier 100 miles en fait que je réussirai. Parce que j'ai tenté une fois l'UTMB, mais j'ai pas réussi. OK. Étrangement, j'ai réussi la TDS. Et tout le monde me disait, tu as fait la TDS, l'UTMB, t'inquiète pas, ça va passer. Et ça n'a pas passé, pas Non. du tout. J'ai pas passé les barrières horaires. Ah ouais, OK. Étrangement, ça allait pas, je sais pas, on est parti derrière tout le monde. Et puis, j'ai jamais réussi à rattraper mon retard. Donc, à un moment donné, ça n'a pas passé. Ben, c'est un Donc, parcours voilà. extrêmement difficile aussi. Puis, tu sais, ça doit être difficile le départ de course en fin de journée. Tu sais, d'habitude, dans un ultra, la nuit vient un peu plus tard ou, ben, comme Arikana, elle vient dès le début. Mais là, dans ce cas-ci, tu as quoi, 1 heure ou 2 sans la frontale. Puis, dès le début de course, tu te casses avec la nuit. Puis, la grande majorité des coureurs, des coureuses qui font l'UTMB ont une deuxième nuit en plus. Puis les nuits dans les hauts des cols, à chaque année, il y a des images. Il y a même beau faire 35 au départ, une année chaude. Dans le haut des cols, c'est pas rare qu'ils grêlent puis qu'ils vendent de côté tellement c'est puissant. Puis tu vois les images, puis tu te dis, OK, c'est la même course que 10 km plus tôt, les gens s'épongeaient avec de l'eau froide pour rétablir leur température interne. Là, dans ce cas-ci, c'est extrêmement challengeant, je suppose, ces écarts de température-là. Là. Oui, ben c'est ça qui m'est arrivé. Moi, en fait, déjà, le départ de course en fin de journée, j'étais tout déstabilisée. J'ai comme oublié de manger avant le départ de la course, je pense, tellement OK. j'étais stressée d'être là. Fait que je suis partie un peu en déficit déjà.
Et puis, bon, j'ai fait la première nuit, ça a passé. La journée, ça allait. J'ai fait des descentes de fou sur Courmayeur. J'ai jamais descendu comme ça juste pour pas passer sous la barrière horaire. Je te dis, je descendais, je me disais, mais waouh, je savais pas que je pouvais descendre aussi bien, tu sais. Juste pour arriver à temps pour passer avant le cut-off. Et j'ai réussi à tenir toute la journée. Et au début de la deuxième nuit, c'est ça qui est arrivé. En fait, on a eu des gros orages et nous, on montait un col. Et moi, j'ai pas passé parce qu'il y avait des éclairs et tout. Et j'ai entendu des histoires de gens qui se font électrocuter. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver sur une course, tu sais. Et moi, ça me fait peur. Donc, je suis restée en bas du col et j'ai attendu avec plein d'autres mondes, mais ils n'ont pas mis d'arrêt sur la course. Donc, après, ben, j'ai jamais pu rejoindre la foulée à temps. Donc, j'ai été coupée là. Et puis, voilà. Hein. C'était quand même le fun. Ma mère était venue pour m'encourager. Et puis, c'était un bel événement quand même. Oui, puis on apprend aussi souvent ces journées-là plus difficiles. On apprend, on prend des notes, puis on réapplique pour les courses qui suivent. Puis Western State, c'est un 100 000 complètement différent de l'UTMB, mais avec sa grande part de défis parce que, encore là, on a des images de Western State. Les canyons, c'est chaud, mais ça demeure que le début de la course, c'est froid puis c'est de la neige. Tu sais, je veux dire, ça commence à Squaw Valley, qui ont eu les Olympiques d'hiver en Californie dans les années 60. Fait que c'est un centre de ski en altitude. Bon, le début de course devrait être plus familier de ton côté. Ça commence dans un centre de ski avec une montée. Je pense que tu te prends 1000 mètres dans le premier quelques kilomètres, dans la neige et tout. Bon, rapidement, on tombe dans les canyons puis ça change un peu. Mais bon, c'est ça. Il y a les images qu'on voit de Western State, puis il y a ce qui se passe concrètement avec des grandes variations de température aussi. Comment tu envisages ta course? Est-ce que tu es du genre à avoir une certaine stratégie? Est-ce que tu vas avoir un crew? Est-ce que tu vas avoir une équipe qui te suit ou tu y vas plus en mode solo? Je te dirais, comme c'était totalement imprévu, je ne sais pas trop encore. Okay. J'en ai parlé à Seb Saint-Hilaire, justement, qui l'a déjà fait il y a quelques années, avec qui je m'entends super bien, puis on a partagé plein d'ultras ensemble. Donc, lui, il est en train de voir de son côté si c'est possible pour qu'il vienne avec moi. C'est pas sûr. Avec le COVID, c'est encore compliqué aussi, tu sais, de se faire des plans précis. Donc, soit si Seb vient avec moi, ça serait génial. Parce que j'aurais quelqu'un d'expérience puis qui me connaît bien aussi, qui sait comment je gère mes courses et tout. Donc, ça serait super. Autrement, j'ai ma sœur qui pense venir aussi avec moi, peut-être ma mère. Mais de ce que j'ai entendu des autres coureurs qui sont allés, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ravitaux, en fait, où ton crew peut être là pour t'aider. OK. Donc, mais moi, je n'ai jamais compté vraiment sur quelqu'un parce que mon mari est un coureur aussi. Quand on se déplace sur un événement, les deux, on court. Ben oui. Donc, on se débrouille du début à la fin comme on peut. Fait que là-dessus, je me sens toujours totalement autonome. T'sais. Je ne pars pas dans l'esprit que c'est quelqu'un qui va être là pour me motiver, pour me changer mes souliers. Je me débrouille tout le temps tout seul. Puis, après, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas comment je vais voir mon... Je pars toujours sur les longues courses. Je pense qu'il ne faut pas partir trop vite. Je pars à mon rythme, je me dis c'est cool, tu es en début de course, on ne se met pas la pression, 3-4 heures pour voir comment ça va. Puis après, ben, je pense que c'est tellement d'inattendu, tu sais, selon les gens que tu rencontres aussi, ça peut tout changer. Souvent, je cours avec des gens, je jase avec du monde, je rencontre plein de monde le fun dans les courses. Ben oui. C'est souvent ce qui fait l'événement et puis, ouais, je m'adapte. Si ça ne va pas, ben, je vais aller plus lentement. Si ça va bien, je vais aller plus vite. Je ne serais pas non plus sur la retenue. Tu sais, je me dis que si ça va bien, si je monte super bien, moi, parce qu'à 2000 mètres d'altitude, monter à 3000, pour moi, c'est plus compliqué maintenant. Et c'est souvent là que j'ai passé du monde au début de course. Donc, je vais en profiter. Je ne me dirais pas, je vais me stopper là-dedans. Par contre, au niveau des descentes, je sais que ce n'est pas mon truc. Je suis très mauvaise en descente. Je me fais tout le temps passer sur les courses. Donc, je prends les descentes cool et je me dis, bah, je casse pas de fibre au moins, je vais à mon rythme, je relaxe. Puis sur les montées, sur le plat, j'envoie quand je peux. Puis voilà, hein. Après, je vais là dans l'objectif vraiment de finir ma course. Peu importe ce qui arrive, j'y vais pour finir. Tu sais. S'il n'y a pas de danger, je vais la finir. Les 2 seules courses où je n'ai pas terminé, c'était des problèmes où je n'ai pas passé les cut-offs, en fait. Ouais. Des défaillances, mais tu sais, malgré les défaillances, j'essaie de ne pas m'arrêter. Je me dis, il y a toujours espoir que peut-être ça passe, on continue jusqu'au bout, puis on verra. Puis là, je vais faire pareil. Je sais qu'il faut que je prépare beaucoup mes pieds, ça on m'en a parlé. J'ai pas tendance à faire des ampoules, mais des histoires que j'ai entendues, là, je vais vraiment
apporter une attention particulière sur mon dernier mois de préparation sur mes pieds. OK. Chaleur, Mais, humidité, traversée de rivière, c'est sûr que c'est un beau cocktail pour avoir voilà. des ampoules. Là. Ouais, fait que je vais travailler ça. Et puis en plus, ben, mon dernier mois, je vais le faire au Québec. OK. C'était pas comme tu vois, cet événement-là était tellement imprévu que j'avais déjà prévu des vacances sur le mois de mai au Québec. Là, je les ai repoussées fin mai et tout le mois de juin. Donc, je vais partir, je vais faire Montréal, San Francisco, en fait, pendant mon voyage au Québec, pendant le mois que je passe au Québec. Donc, OK. je vais faire mes dernières semaines d'entraînement en montagne chez nous. Voilà, avec ma famille, je vais aller au marathon d'Ottawa, mais en mode tranquille avec ma petite sœur pour l'accompagner. Je ne vais pas me brûler avant non plus, là. Mais ouais, je vais aller voir les montagnes du Québec puis les forêts surtout, là. Ben oui, ben c'est le fun. Puis on va te souhaiter qu'il y ait des grosses chaleurs parce que ça fait quelques années que juin, c'est un mois où il y a beaucoup de chaleur. Donc, tu vas pouvoir bien t'acclimater aussi puis te préparer. Tu sais, je voyais, je pense que c'est Elliot qui racontait qu'il cherchait les moments les plus chauds de la journée, alors que d'habitude, l'été, dans les grosses chaleurs, on se dit, oh, je vais sortir tôt le matin, je vais sortir à la frontale ce soir. C'est un peu plus frais. Là, c'est au contraire, on sort quand le soleil, quand il est midi puis que ça tape bien fort, ça prépare pour les canyons parce que je pense que c'est ça qui ne pardonne pas aussi la Western State, c'est que oui, il fait chaud, mais c'est aussi que tu es 100% exposé pendant des longues, longues heures. Là. Ouais, ça, je pense que ça va vraiment être un des plus gros défis. Puis, ben, je pars quand même assez confiante là-dessus, ben, dû à mon expérience de la TDS en 2016, Ouais. qui m'a vraiment permis d'apprendre à gérer cette chaleur extrême avec ben, la casquette mouillée, les glaçons dans le dos, ralentir le rythme, boire énormément. À cette période-là, je prenais des capsules de sel. C'est rare que j'en prends, mais là, dans les chaleurs extrêmes comme ça, je pense que c'est bon. Après, chacun son opinion, mais moi, je crois que ça fonctionne bien pour moi. Donc, je vais partir un peu sur la même tactique justement que cette TDS au niveau chaleur. Et puis ouais, s'il fait chaud au Québec, tant mieux. Hein? Je pourrais aller me baigner puis courir en pleine chaleur dans la journée, ça va être pas mal. Ah oui, exactement. Ça va permettre de t'acclimater tranquillement pour ça. Ouais. Avant de terminer, au podcast Portrait de loup, tu disais que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, tu sais, qui était rêveur. Tantôt, tu disais avec ton mari que tu as toujours des idées folles. Puis quand quand tu te mets une idée en tête, tu fais tout ce qu'il faut pour l'accomplir. C'est quoi tes grands rêves en termes de course à pied? Ben là, il y en a pas mal qui sont faites, là, mais là, je te dirais que j'ai plus des projets perso, OK. de faire des grandes traversées, la Corse, déjà. Je pense que ça va être la première. La faire en couple. Ça, c'est vraiment un truc que je me dis, tu sais, pas nécessairement le faire sur un défi de nombre de jours précis, mais juste le faire à la course, puis de se faire vraiment un trip ensemble. Ça, c'est prévu. On n'a pas de date encore. On attend de voir probablement d'ici 2 ans. Et cette année, ben, on va faire la traversée de la Vanoise passe à travers tous les massifs ici alentour de la maison. Et ça va juste être un trip ensemble, en fait. Ouais, j'ai envie de partager des expériences dans montagne, de courir, mais sans avoir la pression de l'objectif ou d'être avec du monde, en fait. Je pense que tu sais, le mindset de course à pied est vraiment en train de changer. Je le vois plus comme une expérience nature que le défi de faire des courses maintenant parce que, je sais pas, il y en a tellement ici. Et puis là, ben, faire la Western States, c'est un de mes plus beaux défis. J'espère la réussir. Après, si c'est possible de faire la hard rock, éventuellement, là, j'ai quand même un terrain d'entraînement qui pourrait faire que ça serait possible après. Donc, Oui, ben, les Européens font bien, je pense, à la hard rock. On a vu cette année avec François Den, on a vu Sébastien Chéniaud et plein d'autres qui ont eu du succès. Je pense principalement parce que c'est des conditions qui peuvent se ressembler. C'est de l'altitude. C'est quelque chose qui est, je veux dire, la hard rock se passe en moyenne à une altitude qui est de 2000 mètres. La moyenne, il y a des cols à 4000, je crois. Donc, ouais. tu as le bon terrain d'entraînement pour ça. Donc ça, je me dis, ça serait peut-être un truc à faire une fois dans ma vie, mais pour le moment, j'ai pas le plan comment m'y rendre. Mais tu vois, à la Western State, je voyais pas comment c'était atteignable et c'est arrivé. Donc, mais ouais, j'ai envie de m'amuser, de faire des longues traversées, de profiter de tout ce qu'il y a alentour de chez moi. C'est juste ça, en fait, de partir. Tu sais, l'UTMB, là, on l'a fait en off, c'est il y a 2 ans. Juste sur 4 jours, on est parti avec notre petit sac à dos de trail, notre petit 10 litres, puis on dormait dans des refuges. C'est tripant de pouvoir profiter, en fait, je pense, de la forme qu'on a. C'est ça qu'on se dit. Quand Mm. tu as fait de l'ultra comme ça, après,
dis, je vais aller là, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tout est accessible. Exact. Donc, tu regardes une carte et tu fais, ah ouais, on part là, on va là. Donc, c'est génial de pouvoir faire ça, je pense. Et puis, c'est un truc qui est plus accessible, je trouve, en Europe qu'au Québec, parce qu'au Québec, les sentiers, ils sont super, mais ils sont pas très développés, ils sont pas très bien indiqués. Nous, tu regardes une carte, tu te rends sur place, tu vas vite te repérer. Donc, c'est comme un buffet de sentiers de trail partout en France qu'on peut faire. Ouais, je veux retourner en Corse, ça c'est sûr, faire le GR là-bas. Ah, Dans ça mes fait plans. rêver. Ça fait rêver l'Europe, Ouais. les Alpes, parce que, comme tu dis, toutes ces traversées-là, que ce soit des traversées qui se font dans des événements ou pas, c'est qu'il y a un système de refuge, de sentiers, de petits villages. Fait que tu peux partir hyper léger, hyper minimaliste, puis te Mm. ravitailler dans les villages que tu croises, puis quelque chose de vraiment le fun dans le trail running qui est cet aspect-là, expédition solo, ou en tout cas off, tu sais, pas être dans un événement, puis c'est complètement différent. Tu sais, dans une course, même si tu dis que tu vas en profiter, ça reste que tu es dans un événement. Même si tu n'es pas là pour compétitionner, ça demeure qu'il y a des barrières horaires, il y a des règlements. Là, tu pars des fois comme ça, aucune règle, juste d'un point A à un point B. Il y a de quoi de vraiment le fun. Puis comme tu dis, ça permet de profiter de cette forme physique-là que l'ultra amène, là, de s'entraîner pour ça. Après ça, il n'y a plus de limite. Là, tu sais. Tu peux partir, puis peu importe l'objectif que tu as, ben, tu peux l'accomplir au rythme que tu décides de le faire, sans aucune contrainte, pleine liberté. Il y a de quoi de vraiment, vraiment le fun là-dedans. Là. Ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'expérience de l'ultra, en fait. De Ouais. savoir que ton corps, au pire, tu vas dormir 5-6 heures, tu repars le lendemain, ça va bien, puis voilà. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Ouais, Mm. on apprend à voir c'est quoi les limites de notre corps ou les non-limites de notre corps. Puis voir que oui, c'est pas idéal de courir 50 km par jour puis de dormir 4 heures, mais c'est possible pour une période donnée, puis c'est possible de très bien vivre là-dedans, puis de vivre une belle expérience. Puis oui, on dormira plus après, mais on apprend à voir, à jouer avec les limites. Puis c'est un élastique qui s'étend vraiment beaucoup. Puis on se rend Mm. compte que nos limites sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut atteindre. Puis l'ultra permet de toucher ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup partie le why des gens. On parle souvent de ça. C'est quoi les raisons profondes pour lesquelles on fait ça? Puis de creuser dans ces limites-là. Puis moi, je le sais qu'à chaque nouvelle distance que je fais, quand, mettons, j'avais fait un 125 avec Anna, puis là, je m'alignais sur le 160 à Bromont. Quand j'ai passé cette limite-là du 125 km ou du nombre d'heures que ça m'avait pris, qui était mon plus grand nombre de kilomètres, mon plus grand nombre d'heures à courir, là, tu te dis, OK, là, c'est le fun, je rentre dans une nouvelle zone. Tu sais. Là, je le sais que le 160 km, le 28 heures que ça m'a pris, c'est mes nouvelles limites. Fait que là, la prochaine fois que je vais dépasser cette limite-là, tu es comme, j'arrive dans une nouvelle zone, quelque chose d'inconnu, puis c'est le fun d'explorer ça, puis de le faire intelligemment, mais de le faire quand même en se poussant dans nos limites, dans nos retranchements. C'est quoi qui est vraiment satisfaisant. Puis peu importe c'est quoi les limites des gens, tu sais, si les gens, leurs limites, c'est de faire une course de 15 km avec 500 mètres de dénivelé, bien, quand tu rentres dans cette nouvelle limite-là, puis que tu atteins 500 mètres de dénivelé, puis tu fais, OK, c'est de même que ça se ressent dans mon corps, dans mes jambes. OK, ça va bien, mais la prochaine fois, je vais peut-être faire un petit peu plus. Il y a de quoi de vraiment le fun à jouer avec ces limites-là, puis de flirter des fois avec le point de rupture. Là. Ouais, c'est vraiment ça, je pense. Tu le dis bien, c'est ça, en fait. Et la limite pour tout le monde, elle est tellement différente, mais c'est ce même sentiment qu'on va ressentir. Et c'est génial. C'est drôle de voir qu'est-ce que notre corps peut faire, où on est capable de se rendre, nos limites personnelles. Ouais, c'est fascinant, en fait. Mm. Et des fois, tu en arrives à un point où tu te dis, ouais, ben, ça va être où ma limite? Comment ça va être? Ou au contraire, justement, quelqu'un qui fait 10 kilomètres pour la première fois de sa vie, c'est aussi beau de le voir réussir ça, hein. Moi, Mm. j'adore ça. Quand j'étais au Club de trail de Montréal, en fait, j'étais leader de groupe, souvent pour le groupe C. Donc, c'était des gens qui commençaient à courir et j'adorais aller sur les courses avec eux, les motiver. Moi, je trouvais ça beau à voir aussi. Donc, ouais. Ah, il y a de quoi de vraiment le fun de le voir. Puis je pense que l'esprit de communauté dans le trail permet ça, de constater ça, puis de comprendre par où les gens passent. Ça me fait penser, il y a un gars qui s'est mis à s'entraîner avec les Gringos Running Club, donc c'est un petit club de course à Québec qui s'appelle Jeff Aymon. Puis je l'ai vu une des premières fois qu'il est venu aux Gringos. Moi, je ne suis pas un habitué, mais à un moment donné, l'organisateur il était venu au podcast, j'étais allé courir avec eux, puis j'avais jasé avec lui, puis il commençait, là, c'était ses premiers balbutiements en course en sentier. Puis on jump de 6 mois plus tard, on est dans le même autobus, assis un à côté de l'autre pour aller faire le 42 km Saint-Siméon. Puis c'était sa première course de trail d'importance. Je veux dire, 42 km Saint-Siméon, c'est une course extrêmement difficile. Ouais. Puis
on a fait l'arrêt d'autobus ensemble, on est parti, puis je me rappelle pas si, je pense qu'il était en avant de moi, puis je l'ai recroisé plus tard dans le sentier au moment où il était, je pense, dans le pain cave, là, au 30e, 35e kilo, puis je sentais que c'était dur, puis on a couru ensemble, puis finalement, on s'est revus après. Puis là, je viens de voir popper tantôt, juste avant qu'on entre en onde, qui fait le défi Everest présentement au Québec. Il y a plein de gens qui repoussent leurs limites. Puis, tu sais, ce gars-là qui, il y a un an, je croisais par hasard dans un club de trail quand on était à ses premiers balbutiements, il est rendu à 15 000 mètres de dénivelé d'accompli, puis il fait des sorties de 2000 mètres pour se mettre du dénivelé dans les jambes. Puis tu fais, OK, c'est malade ce que ce gars-là est en train de vivre. Puis c'est un exemple parmi tellement via la communauté de gens qu'on constate qui atteignent leurs limites. Donc, je salue Jeff s'il écoute, mais il y en a plein de gens comme ça, puis c'est beau à voir, puis on dirait qu'on le vit, quand on est un peu passé par là, on le vit à travers un peu, on revit ces émotions-là par procuration en regardant les gens se dévouer dans quelque chose de nouveau, puis d'atteindre des nouvelles limites. C'est vraiment le fun. C'est le fun de flirter avec son point de rupture à soi-même, puis c'est le fun de voir les autres repousser leurs limites, puis progresser dans le sport, hein. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce qui est beau dans notre sport. Et puis, je pense que ça, on le voit tellement dans la communauté du Québec, qui est une communauté qui se tient tellement, qui est tellement forte, même si elle a énormément grandi depuis que je suis partie. On le voit encore, hein. Ça se ressent, hein. Moi, je suis sur Facebook, un peu tout ce qui se dit sur les clubs de trail et tout, et sur Course de Trail Québec. Et ben, sur Arikana, je le vois aussi, hein. Je trouve ça super, en fait. Ben ouais, je pense que cette belle communauté-là va être derrière toi pendant la Western State. On va suivre ça. C'est toujours le fun quand il y a des courses internationales où on a des Québécois qui sont là parce que souvent, les applications, on peut suivre, on peut mettre un petit cœur, puis ça permet de suivre certains dossards. Fait que quand c'était l'UT Cape Town, puis on pouvait suivre les Québécois qui étaient là. Là, dans ce cas-ci, Western State, je pense qu'il y a des gens qui vont mettre un petit cœur à côté de Marianne qui va être là, de Suzanne, des Québécois qui sont là en train de représenter notre belle communauté dans ces courses-là. Ça va être le fun à suivre. Puis ça va être le fun de suivre aussi ta préparation jusque-là. C'était le fun que tu nous partages comment tu entrevoyais ça. Puis la rumeur veut que peut-être même dès cette semaine, il y a un nouvel épisode aussi avec Marianne qui sort. C'est des formats courts. Puis je l'avais dit, est-ce que ça sera parfois l'épisode classique du mercredi ou ça sera du bonus? Je pense que pour cette semaine, ça sera peut-être du bonus. Fait que surveillez ça. Vous pourrez écouter l'épisode avec Suzanne. Puis quelques jours plus tard, oups, surprise, un nouvel épisode avec Marianne. Donc ça va être une semaine thématique Western State. Ah ben c'est bien ça, je vais suivre ça de près, la préparation de Marianne, ça m'intéresse énormément, moi. C'est ça que je lui disais quand on se parlait, elle et moi, je pense que c'était pas dans l'épisode, c'était juste en préparation. Il y a quelque chose dans sa préparation qui est vraiment intéressante pour le coureur moyen, le mid-packer, parce que Marianne, c'est une coureuse de très, très haut niveau, une des meilleures au monde, elle est en train de le prouver, mais elle a une approche extrêmement décontractée. Puis on échangeait sur le prochain thème de l'épisode, puis elle me disait, ben, je n'ai pas un entraînement particulier, je ne fais pas du spécifique. Puis j'ai dit, ben, c'est ça qui est le fun. C'est que les gens, le commun des mortels qui écoutent le podcast, le mid-packer moyen, n'a pas les moyens ou il n'y a pas Salomon qui l'envoie se préparer 3 mois en avance comme certains coureurs, coureuses de haut niveau pour faire du spécifique sur le terrain. Les gens s'entraînent dans leur cours arrière du mieux qu'ils peuvent pour se préparer à une course, puis ils se pointent 3 jours avant leur course pour faire leur événement. Puis je sens que Marianne a ça aussi dans son processus, que c'est quelqu'un qui, en ce moment, oui, la Western State s'en vient, oui, elle s'en va faire de Canyons en avril, je crois, mais elle fait du splitboard, puis elle fait de l'entraînement peu importe où elle est. Puis c'est ça que je lui disais, je pense, qui rend le processus aussi intéressant. C'est que oui, c'est une coureuse de haut niveau, mais oui, elle est comme nous, puis elle s'entraîne du mieux qu'elle peut à l'endroit où elle est géographiquement. Puis on fait du spécifique comme on peut, puis on fait du volume comme on peut, puis on verra comment ça se passe rendu le race day. Il y a de quoi dans son processus qui est très près de n'importe quel coureur moyen. Donc c'est ça qui rend le truc aussi intéressant, je pense. Ouais, c'est vraiment une mentalité, moi aussi, dans laquelle je me retrouve. Et je pense que c'est important, il ne faut pas se mettre la pression non plus. On est là quand même pour avoir du fun, puis je pense que même elle aussi, à son niveau, elle est quand même là pour s'amuser, hein. Exact. Ben, on le voit, je pense que c'est le sourire de Marianne, son énergie positive dans les courses, puis dans son entraînement, puis dans son mode de vie, je pense que c'est ça qui plaît autant aux gens, puis c'est ce qui rend ça intéressant. Donc, on aura plein de Québécois à suivre sur la Western State, ça va être le fun. Ouais, ça va être bien le fun. Avant de terminer, j'ai toujours mes questions éclair-nac, donc 10 questions rapides pour clore l'entrevue. Les FKT sont très rapides, donc 10 secondes chez les hommes pour Yvan L'Heureux, donc 10 secondes pour 10 questions. C'est vite, à sa défense ou à ta défense. Lui, c'était en présentiel. Donc, chez les femmes, c'est Joanie Desroches en 12 secondes. Pas de pression. Écoute, je le disais, je pense, avec Audrey Tanguy, il va falloir que j'aie une catégorie d'FKT pour le Zoom, mais
à distance. Là, on est à 6 heures de décalage. C'est dur de rivaliser avec des temps comme ça, avec le décalage de l'Internet, mais on verra si tu réussis à battre les temps de Audrey Tanguy ou Ludovic Pomeray, avec qui j'ai parlé récemment de l'autre côté de l'Atlantique. OK. Donc, je vais sortir mon chrono. Tu me dis quand tu es prête, puis on se lance là-dedans. Alors, prête. Route ou trail? Route. Monter ou descendre la montagne? En montée. Squaw Valley ou Auburn? Squaw Valley. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Questionnaire, gaufre ou bar? Les gaufres. Poutine ou pizza? Poutine. Sentier roulant ou technique? Roulant. UTMB ou TDS? TDS. Val d'Isère ou Mont-Grand-Fond? Val d'Isère. Les Alpes ou Charlevoix? Ah, je reste Charlevoix quand même. Oh, 22 secondes! C'est très, très fort. Ah, C'est c'est très bon. le décalage horaire. Ben oui, exact. Mais non, 22 secondes, c'est dans les meilleurs temps. Zoom, je pense que Marianne Hogan, pour encore la nommer, qui a eu le FKT longtemps, dans une entrevue Zoom, c'était ça, 22 secondes. Donc, regarde, tu rivalises avec la grande Marianne. Mais je suis content. Les Alpes ou Charlevoix, Val d'Isère ou Mont-Grand-Fond, t'es allé pour la maison? Oui, c'est ça. Tu sais, mon cœur balance entre les deux quand même. Hein. Ouais, La maison restera toujours la maison, mais Val d'Isère est incroyable. C'est dur. Ouais, tu le vends bien. En tout cas, tu es une bonne ambassadrice pour ta région, oui, Charlevoix, mais surtout Val d'Isère. Là. Je t'écoute parler depuis tantôt, puis ça donne le goût de faire un crush par Val d'Isère, le temps qu'à aller jouer dans ce coin-là de pays. Là. Ben, t'es le bienvenu. Hein. Si tu passes quelques semaines, si tu veux venir, ça va me faire plaisir de te montrer mes sentiers. On va aller découvrir ces D'ailleurs, à cols-là. tous les Québécois qui veulent venir faire un tour, je pense que c'est vraiment à voir. Là. Moi, je suis prête à accueillir les gens. Je serai leur guide. Écoute, l'invitation est lancée. Ça se peut que tu reçoives quelques demandes parce que les gens vont recommencer à voyager. La vie va reprendre. Fait que je pense que les Alpes, les courses en Europe vont être une belle destination pour les Québécois. Ouais. Merci beaucoup, Suzanne, de ton temps. C'était super intéressant. Ouais, merci à toi. Merci de m'avoir accueilli. C'est un grand plaisir de t'écouter. Puis bonne préparation pour la Western State. Tu as des beaux mois qui s'en viennent. Il reste encore pas mal de neige. Fait que je sens que tu vas faire beaucoup de skimo dans les prochains mois. Mais là, les beaux jours vont revenir. La neige va fondre. Puis là, il va falloir que tu te prépares pour les canyons. Fait que je te souhaite une bonne préparation puis un bon succès à la Western State. Merci, c'est gentil. On travaille fort sur la prépa. Yes, on va suivre ça. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire officiel. Je remercie Capic qui m'a fourni du très bon café aujourd'hui. Je remercie les auditeurs, les auditrices qui sont fidèles au poste chaque mercredi matin. J'ai très hâte qu'ils te découvrent. Suzanne, c'était une super discussion. Puis tu es une belle personnalité. Tu parles avec passion de ta préparation, de ta région, des montagnes. Ça donne le goût. En tout cas, moi, je regarde la neige tomber. Je n'ai pas encore fait ma course aujourd'hui. Fait que je te confirme que je ferme le micro, je fais un backup de nos fichiers, puis après ça, je pars jouer dehors. Ça m'a donné le goût. Yes, c'est bien ça. On va rêver un peu des montagnes des Alpes. Exactement. Dans les petites buttes qu'on a ici, là, on va aller rêver aux grandes montagnes des Alpes. Oh, super ça. Ben, je suis contente de t'avoir rencontré. Puis, c'est réciproque. Bonjour à tout le Québec et à bientôt. À bientôt. Merci, Suzanne. Une bonne fin de journée à toi. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.